François Bon, Balzac, roman, une fresque qui se construit non pas de façon chronologique, mais à mesure qu'on relit, à mesure qu'on décortique les manuscrits, et à mesure qu'on s'en va dans des points de vie très particuliers, des bascules d'intensité. On en a eu plusieurs sur le début de la vie de Balzac, le décès de sa sœur Laurence à 23 ans, et puis même cet oncle Balzac guillotiné. Et dans cette même construction, prendre par exemple ce récit-là de la mort de Balzac et l'hommage de Victor Hugo. Et juste avant, là, on était reparti sur le deuxième séjour en Ukraine de Balzac avec son mariage, une période que moi aussi je ne connaissais pas. Et donc on a suivi Roger Pierrot, cette biographie F de Balzac parue en 1999. Et comme tellement de livres, c'est parti de l'ambiance actuelle, tout ça on le laisse derrière nous. Eh bien ici on le reprend, on réouvre, on en fait de la vie. Et il y avait ce point tellement crispant, émouvant, que dans ce séjour, après cette longue attente de la fin du vieux mari de Madame Anska, mais ensuite elle-même, le délai qu'elle met, toutes les hésitations qu'elle a à ce mariage, et puis finalement dans ce séjour ça se fait, mais diabète, infarctus, absence de soins. À peine ils reviennent en mai 1850 que quelques semaines plus tard, Balzac va s'éteindre. Et je pense que en réaction à cette vidéo, alors tout ça évidemment, on a aussi, c'est l'avantage de travailler ensemble, des index par lieu, des index par date, et donc on peut ensuite tous ces éléments-là, ce parcours-là d'enquête, de voyage, de lecture, sa chronologie, c'est nous-mêmes cheminant pour aller retrouver Balzac. Et à chaque fois qu'on a un point, quelque chose d'un peu plus concret, ça rejaillit sur l'ensemble. Mais bien évidemment, à partir des sommaires et des index, on peut reconstruire ça dans une logique qui puisse mieux se défendre. Mais ce récit du deuxième voyage de Balzac, puis ce retour, l'émotion qu'on peut en avoir, nombreuses réactions, comme moi, on découvrait. Eh bien, si on découvre, peut-être c'est bien de retourner y voir. Et tout simplement, la première rencontre à Neuchâtel de Balzac et Madame Anska, en présence du mari. Et puis, dans cette même année 1833, mais cette fois en décembre, un voyage là à Genève, un voyage de, en gros, un gros mois. Et là, évidemment, l'aventure charnelle qui commence. Et on est encore, si on prend les 2 tomes de Lettres à Madame Anska, ce moment-là du séjour à Genève, c'est vraiment le tout début, puisque jusqu'avant cette première rencontre à Neuchâtel, eh bien, elle avait refusé de lui dire son nom. Ça, c'est tout récent. Et Balzac, il va même un petit peu en force, puisqu'à Neuchâtel, la rencontre aura l'air d'être de hasard. Tandis qu'à Genève, eh bien, dans ce flot des lettres, peut-être qu'on ira en voir quelques-unes, mais c'est la joie d'un jeune amour. La joie d'un jeune amour, on peut leur laisser leur intimité à ces deux-là. Mais il y a ce double jeu de correspondance. Il y a les lettres qu'elle peut montrer à Monsieur Anski, y compris avec les cadeaux de Balzac. Monsieur Anski lui obtient un autographe de Rossini, par exemple. Et puis, il y a la correspondance qui, elle, ne doit pas être montrée. Alors, on va débroussailler un petit peu tout ça. Donc, on va reprendre Roger Pierrot, évidemment, le complément, mais c'est aussi une édition de Roger Pierrot, les lettres à Madame Anska. Les 2 premières rencontres de Balzac et de l'étrangère. Neuchâtel, 1833. Wenceslas Hansky, pour distraire et consoler sa femme de la perte de leurs 2 derniers fils. Et c'est tous ces éléments aussi qu'il faut intégrer, nous, dans l'approche. Si on les intègre, c'est elle-même, Eve Anska, qui va prendre
son épaisseur, sa profondeur, avait décidé à la fin de 1832 ou au début de 1833 de faire un long voyage en Europe centrale et occidentale. C'est aussi le déplacement des frontières de la géographie qui pour nous compte, puisque aussi ça va interférer avec la géographie de la comédie humaine. Le couple voyageait avec la jeune Anna, ces aristocrates en famille. C'est toute une petite troupe. On peut penser comme ça aussi au voyage de Dickens avec sa femme, la sœur de sa femme, tous les enfants et puis les personnes qui s'occupent des enfants. Le couple voyageait avec la jeune Anna qui venait d'avoir 4 ans, celle qui se mariera plus tard avec Adam Mnesek, donc qui sera, elle, qui est très présente là dans la relation qu'on a fait du deuxième voyage en Ukraine au moment du mariage. Son institutrice neuchâteloise, une Suisse donc, Henriette Borel, ses cousines, les sœurs Denise et Séverine Wieleszunska, ainsi que plusieurs domestiques. Le 29 mai, accusant réception d'une lettre journal, Balzac se plaignait « Où allez-vous ? Vous ne m'en dites rien !» La première étape avait été Vienne, où ils avaient de nombreuses relations. Le 19 juillet, Balzac pouvait lui écrire « Vous ne m'avez pas écrit combien de temps vous restiez à Vienne, de manière à ce que je sache si ma réponse vous y trouverait, puisque quand on écrit, ce qu'on ne sait plus faire, nous, il faut toujours intégrer le temps que va mettre la lettre à rejoindre son destinataire. Elle peut le rejoindre n'importe où, dans n'importe quelle capitale ou n'importe quel hôtel partout en Europe, mais à condition de prédire l'endroit où sera le destinataire. Avant de gagner la Suisse, ils avaient laissé Denise Wieleszunska dans la capitale de l'Empire austro-hongrois. Denise est très bien placée à Vienne. Elle m'écrit des lettres charmantes. Elle a beaucoup d'esprit, d'instruction, de talent. C'est une des personnes les plus distinguées que je connaisse. Elle est vraiment remarquable comme capacité intellectuelle. Elle y joint une solidité, une raison, une force des principes étonnants à cet âge. Je pense que Eve Hanska, ici, parle d'une petite fille, donc la cousine de sa propre fille, qui a juste 11 ans. Cette lettre est envoyée à son frère Henri Rzewuski. Le ménage Hanski, accompagné d'Anna, Henriette Borel et maintenant de Séverine Wieleszunska, s'était installé en juillet 1833 à Neuchâtel, probablement à l'instigation d'Henriette Borel. La lettre d'Ève à son frère, qui vient d'être citée, nous donne des précisions peu connues. Ma petite Anna se trouve fort bien du climat de la Suisse. Elle a beaucoup engraissé et grandi, et baise les mains de son oncle et de sa tante, et embrasse sa chère cousine Marie, à laquelle nous tâcherons d'apporter quelques jolies choses. Je voudrais seulement que vous m'aidiez en cela, en me disant quels sont ses goûts. Mon mari se porte aussi très bien et vous embrasse. Votre amie Henriette Borel est toujours avec nous. Nous avons passé 2 mois à Neuchâtel, où la bourgeoisie nous a fêtés comme si nous étions des descendants des Chalon, des Nemours, des Longueville, ou au moins de quelques branches collatérales de la haute et puissante maison de Brandebourg. Ces bonnes gens nous donnaient d'excellents dîners et se confondaient en remerciements de l'honneur que nous leur faisions de les manger. De ma vie, je n'ai passé 2 mois aussi heureux et paisibles que le mois de juillet et d'août à Neuchâtel. J'ai fait des courses délicieuses dans le plus beau pays du monde. Quelle promenade! La ruche de l'Ermitage, le Mail, le Cré, la promenade du Faubourg, la Rochette, Feille, le Pertuis du Sceau, l'Abbaye, les allées de Colombier, Chaumont. Mais en vérité, je m'arrête, ma lettre ne serait qu'une nomenclature. Si je voulais vous nommer les délicieux environs de Neuchâtel, qui lui-même est placé dans la plus ravissante position, son beau lac le séparant des Alpes et le Jura s'étendant au-dessus de ces rues si riantes, si larges, si proprettes. Depuis la lettre de janvier 1833, Eve Hanska avait reçu 9 autres lettres de Balzac, de plus en plus pressantes et amoureuses. Le serment de la lettre de novembre 1832. « Pour vous, je suis l'étrangère. Et le serai toute ma vie, vous ne me connaîtrez jamais », avait été vite oubliée. Elle avait fait des confidences sur sa vie, mais sans révéler son nom exact, en faisant envoyer les lettres au nom d'intermédiaires complaisants, probablement Henriette Borel pour les 6 lettres envoyées à Neuchâtel, acceptant enfin l'idée d'une rencontre qui serait présentée comme fortuite à son mari.
pour la réalisation d'une affaire d'édition par correspondance, Balzac, ancien éditeur et imprimeur, s'était mis en quête d'un fournisseur de papier de qualité qu'il espérait trouver à Besançon. Excellent prétexte pour aller ensuite rendre une première visite à Madame Anska, à Neuchâtel. Le 20 septembre, il écrit à son ami Charles de Bernard. Dimanche 22, je pars pour Besançon par la Malle. J'y serai mardi matin, peu de temps. Mais pendant ce peu de temps, je désirerais vous voir, vous parler de quelque chose qui demande la connaissance du pays et qui m'est personnel, comme aussi de quelque chose qui pourrait vous être agréable. Si cette lettre vous trouve à Besançon, auriez-vous la complaisance de me faire assurer une place dans la voiture qui peut aller le plus rapidement et le plus immédiatement à Neuchâtel. Et vous savez que de cette traversée de la ville de Besançon, Balzac tirera les images de son Albert Savarus, une autre vidéo déjà disponible. Parti le dimanche 22 septembre, à 6 heures du soir. Il arrive à Besançon en 40 heures, comme prévu. Et moi, c'est ça aussi dont je suis curieux, cette temporalité, ce côté physique là, du voyage. Et on n'a pas souvent, enfin, c'est pas entré là dans l'idée de Balzac que ces éléments-là puissent être d'importance pour nous aujourd'hui, pour l'approcher. Ce temps, cette durée, ces efforts. Et pourtant là, dans cette partie, là, cette traversée de Besançon, on aura plus d'éléments que plus tard pour tout le voyage de Genève. Arrivé à Besançon en 40 heures, comme prévu, dans la matinée du 24, il fut accueilli par Charles de Bernard et rendit quelques visites avant de prendre une autre voiture, le soir même, pour être à Neuchâtel dans la matinée du mercredi 25. En passant par Ornans, après avoir franchi le Doubs, il avait pénétré dans le canton de Neuchâtel par le Val de Travers, paysage hérissé de rochers qui, avant lui, avait déjà frappé l'imagination des voyageurs romantiques et aussi celle d'Ève Anska. Les Anski et leur suite étaient installés à la maison Andrier, située au faubourg du Crêt, dans le quartier le plus pittoresque de Neuchâtel, près du promontoire que la promenade du faubourg du Crêt dessinait au-dessus du lac. Chateaubriand avait séjourné en 1824 dans cette maison, d'où la vue sur le lac était ravissante. La maison André a malheureusement été détruite en 1930, mais une aquarelle ancienne nous conserve l'image du site. Et moi, je me souviens d'avoir fait une intervention à Neuchâtel et d'y avoir dormi. Et c'était précisément dans cet endroit aussi. Qu'est-ce que ça change d'avoir comme ça, pouvoir convoquer visuellement la mémoire de lieux, de reflets, d'instants. Nous avons un billet de Balzac non daté, écrit de Neuchâtel, après, dit-il, une bonne nuit, qui avait réparé les fatigues d'un voyage de 4 nuits sans se coucher. J'irai à la promenade du faubourg de 1h à 4. J'y resterai tout ce temps-là à voir le lac que je ne connais pas. Je puis rester ici tout le temps que vous y serez. Écrivez-moi un petit mot pour me dire si je puis vous écrire en toute sécurité ici, poste restante, car j'ai peur de vous causer le moindre déplaisir, toujours la menace du mari. Et donnez-moi par grâce exactement votre nom. Il ne sait toujours pas le nom de sa correspondante. 1000 tendresses. Il n'y a pas eu depuis Paris jusqu'ici une parcelle de temps qui n'ait été pleine de vous. C'est tout ça, on est bien dans la musique de ces lettres à Madame Anska. Souvenirs et traditions divergent sur ce premier rendez-vous de Neuchâtel. Il y eut d'abord cette rencontre inopinée, évoquée dans une lettre de Balzac du 1er décembre 1833. « Ce serait trop bizarre que ce fût elle, a été ma pensée en te voyant au sortir de l'hôtel du Faucon. » Dans une autre lettre, plus tardive, 29 février 1844, c'est une autre version du même souvenir. « Ah, vous ne savez pas encore ce qui s'est passé en moi, quand au fond de cette cour dont les moindres cailloux sont gravés dans ma mémoire, ainsi que ces longues planches, ces remises, j'ai vu un visage à la fenêtre. Je n'ai plus senti mon corps, et quand je vous ai parlé, j'étais hébété. » Il y eut ensuite la rencontre sur la promenade du Faubourg et la colline du Crêt, où il lui avait donné rendez-vous par le billet cité plus haut. Elle portait une robe couleur pensée.
Avec sa faconde, Balzac fit aussi la conquête du mari. En leur compagnie, il se rendit en pèlerinage sur les traces de Jean-Jacques Rousseau à l'île Saint-Pierre, au milieu du ravissant, là encore un mot utilisé dans leur correspondance, lac de Bienne. C'est là que nous avons envoyé le mari s'occuper du déjeuner. Ah ah, un peu de fait d'eau, ça fait pas de mal. Mais nous étions en vue, et alors, à l'ombre d'un grand chêne, s'est donné le furtif baiser premier de l'amour. Puis, comme notre mari s'achemine vers la soixantaine, j'ai juré d'attendre et elle de me réserver sa main, son cœur. Et là, à qui il s'adresse? À sa sœur Laure, 12 octobre 1833. C'est là que nous avons envoyé le mari s'occuper du déjeuner, mais nous étions en vue. Alors, à l'ombre d'un grand chêne, s'est donné le furtif baiser premier de l'amour. Puis, comme notre mari s'achemine vers la soixantaine. Eh ouais, mais monsieur Ansky, d'accord, il arrive aux 60, mais 1833, 1847, il y a encore 14 ans à attendre. Et ce côté un petit peu cynique de l'avantage social à épouser Madame Anska, jamais on n'a pu le séparer là, de cette relation d'amour. Ayant quitté Neuchâtel pour Besançon le mardi 1er octobre, Balzac rendit visite le lendemain à son ami Charles de Bernard, qui l'invite à déjeuner au restaurant Mignon. Charles Weiss, le bibliothécaire de Besançon qui avait manqué Balzac à son passage du 24 septembre, le décrit longuement dans son journal en date du 2 octobre. Ayant quitté Besançon le 3 octobre à 5 heures du soir, Balzac pouvait le 6 annoncer son retour à Paris à sa nouvelle conquête. « Mon amour chéri, me voici bien fatigué à Paris. Je suis au 6 octobre, il m'a été impossible de t'écrire auparavant. Il y avait un monde fou sur toute la route, et par chaque ville où nous sommes passés, la voiture a refusé 10 à 15 voyageurs. La malle-poste était retenue pour 6 jours, en sorte que mon ami de Besançon n'a pu m'y avoir de place. J'ai donc fait la route sur l'impériale d'une diligence, en compagnie de 5 Suisses du canton de Vaud, qui m'ont traité corporellement comme un animal et ont singulièrement aidé les paquets à me contusionner. Je me suis mis au bain en arrivant. Dans la soirée du 4 octobre, j'ai trouvé ta chère lettre. » Rappeler ainsi la longueur et trop souvent l'inconfort des voyages effectués par les contemporains de Madame Anska avant qu'ils ne bénéficient de la révolution apportée par les chemins de fer n'est sans doute pas inutile dans un livre écrit à l'époque des voyages aériens et des trains à grande vitesse. Mais cela ne les dissuadait pas de parcourir l'Empire russe, l'Europe et la France. La rencontre de Neuchâtel, citation, « comme un lys blanc, pur, plein d'odeurs pénétrantes, la jeunesse, la fraîcheur, l'éclat, l'espoir, le bonheur entrevu », fin de citation, fut décisive dans le devenir commun de Madame Anska et de Balzac. Le bonheur entrevu va bientôt provoquer des rencontres à Genève, à Vienne, à Saint-Pétersbourg, à travers l'Allemagne et l'Italie, pour enfin être conquis in extremis après 3 hivers ukrainiens. Et Roger Pirot ajoute « Mais n'anticipons pas, puisque c'est lui qu'on a suivi pour le dernier voyage en Ukraine. » Aussitôt après la visite de Balzac, dans les tout premiers jours d'octobre, les Ansky et leur suite quittèrent Neuchâtel pour s'installer à Genève. Là, en attendant une nouvelle visite du romancier, Evelyne reçut une 12aine de lettres. Pour Wenceslas Ansky, ce fut un autographe de Rossini, accompagné d'un aimable billet de Balzac. Connaissant votre admiration pour le maestro, dont l'esprit et la bonté égalent le génie, j'ai cru vous faire plaisir en obtenant de lui un autographe qui sera très rare, vu la prodigieuse paresse du roi de la musique. Il n'écrit pas, il chante. Mais voilà qu'il me donne une lettre que j'ai trouvée si louangeuse pour moi que je ne vous l'envoie vraiment qu'à regret. Vous connaissez heureusement pour combien peu la fatuité entre dans mon caractère, dit Balzac de Balzac. Alors je vous l'offre, cette lettre. Il s'agissait de quelques lignes élogieuses adressées par le compositeur au romancier à l'issue d'un dîner en compagnie d'Olympe Pélissier. Les termes étaient de nature à montrer aux nobles polonais en quelle haute estime Rossini, au milieu de sa gloire internationale, tenait Balzac encore à l'aube de la sienne. Mon cher Balzac,
Vous me demandez un autographe? Eh bien le voilà. De quoi vous parlerai-je? Est-ce de vous, vous qui marquez le siècle par vos chefs-d'œuvre? Et Balzac ajoutait une promesse d'autographe musical qui ne sera pas tenue. Peut-être aurais-je le plaisir de donner à Madame Hanska le manuscrit d'une romance. Et chapitre suivant, directement, la rencontre à Genève. Alors dans les lettres, on voit normalement il doit partir le 3, le 4 décembre, il est forcé de... Il y a un procès avec l'imprimeur MAM, c'est plusieurs lettres où il dit « Oh non, je pars demain », mais il finit par partir. Le travail et les affaires retardèrent le départ de Balzac pour Genève jusqu'à la dernière décade de décembre 1833. C'est probablement le samedi 21 décembre qu'il se mit en route pour être sur les bords du lac Léman le mardi 24 décembre. Il restera à Genève 45 jours. Nous avons un témoignage direct sur l'état d'esprit de Madame Hanska à son égard dans sa lettre du 10 décembre 1833 à son frère Henri, déjà cité plusieurs fois. Nous avons fait en Suisse une connaissance dont nous sommes charmés, c'est celle de Monsieur de Balzac, l'auteur de La peau de chagrin et de tant d'ouvrages délicieux. Cette connaissance est devenue une véritable liaison. J'espère qu'elle durera toute notre vie. Balzac vous rappelle beaucoup, mon cher Henri. Il est gai, rieur, aimable comme vous. Il a même dans l'extérieur quelque chose de vous, et tous les deux vous ressemblez à Napoléon. Peut-être avez-vous l'âme plus froide et moins expansive. Peut-être aussi la faites-vous moins paraître dans ce qu'elle a d'affectueuse et de tendre, car Balzac est un véritable enfant. S'il vous aime, il vous le dira avec la candide franchise de cet âge où l'on n'a pas encore appris que la parole doit déguiser la pensée. S'il ne vous aime pas, il ne vous le dira peut-être pas, mais il prendra un livre, non pour le lire, mais pour se dérober la vue d'un être désagréable. Enfin, en le voyant, on ne conçoit pas comment, à tant de science et de supériorité, on peut joindre tant de fraîcheur, de grâce, de naïveté enfantine dans l'esprit et les sentiments. Après avoir songé à retourner à l'hôtel de la Couronne, rue du Rhône, dans la sombre chambre, entre guillemets, qu'il avait occupée en octobre 1832, quand Balzac courait après la marquise de Castries. Balzac y avait renoncé pour l'auberge de l'Arc, tenue par le ménage Biolay, et située aux eaux vives, au-delà de la porte de Rive, à la sortie du Genève de 1833, sur la route de la Savoie, près d'un grand triangle de verdure et d'ombrage, le Pré-l'Évêque. Cette auberge était toute proche d'une sorte de pension, la maison Mirabeau, à Udé, où les Hanski, leur fille Anna, Henriette Borel, la cousine Séverine Wilesinska, et un domestique allemand et une femme de chambre neuchâteloise, Suzanne, dite Suzette Schlaumberger, s'étaient installés depuis le début d'octobre. Si le pré, l'évêque fortement diminué, existe encore, il ne subsiste rien de l'auberge, en dehors de gravures ou de photos anciennes, ni de la maison Mirabeau. À peine Balzac était-il arrivé à l'auberge que Suzette lui apportait, en cadeau de Noël et d'arrivée, un petit paquet contenant une bague cachée et un tendre billet, souvenir évoqué beaucoup plus tard. La mort de Suzette me semble comme une petite calamité. Elle était gaie, elle vous aimait. C'est un grand titre à mon souvenir. Elle y est gravée éternellement pour son entrée à l'Arc de votre part. Lettre du 2 mars 1844. Le romancier lui apportait le manuscrit relié d'Eugénie Grandet, enrichi de cet envoi autographe écrit sur la page de garde, offert par l'auteur à Madame de Hanska comme un témoignage de son respectueux attachement. 24 décembre 1833, Genève, H. de Balzac. Sur le premier feuillet, en travers du titre Eugénie Grandet, on lit également « Offert à Madame de Hanska, Honoré de Balzac, Genève, 24 décembre
1833. Billets et lettres circulaires nombreux entre la pension et l'auberge, le plus souvent grâce à Suzette, semble-t-il. Nous avons 21 lettres et billets de la main de Balzac que l'on peut situer pendant ces semaines passées à Genève. Une seule lettre est datée sur l'autographe dimanche 19 janvier. Les 20 autres ne portent ni date ni localisation. Leur classement a pu être affiné d'une édition à l'autre à l'aide d'une attentive critique interne, sans parvenir, faute d'éléments extérieurs probants, à des datations très précises. Merci Roger Pierrot. De ses scrupules, les lettres ostensibles, montrables à Wenceslas Ansky, alternent avec les déclarations intimes précédentes ou suivantes, entre guillemets, le jour inoubliable qui va être le héros de ce chapitre. Autre appellation entre guillemets, la moisson dorée du 26 janvier 1834. Ça va nous récompenser de notre lecture ou de votre patience pendant cette lecture. De nombreux aristocrates polonais vivaient à Genève, surtout depuis l'échec de l'insurrection en 1831. La comtesse Wodzinska avait un salon très fréquenté, rue Beauregard. On sait la passion que Frédéric Chopin, un peu plus tard, éprouvera pour sa fille Marie, son amie d'enfance. La comtesse Sophie Ossolinska et la comtesse Claudine Potocka étaient également recherchées par la haute société de Genève, où madame Hanska avait retrouvé une proche parente, la comtesse Marie Potocka. Marie Rzewuska, née en 1786, était la sœur cadette de Wenceslas Rzewuski, dit l'émir, et donc la belle-sœur de la comtesse Rosalie Rzewuska. Alors, si vous pouvez vous procurer le livre, Roger Pierrot nous donne à la fin tout un tas d'arbres généalogiques des familles Hanski, Hanska, Rzewuski, Rzewuska, etc. Mais par contre, nous, il y a des choses dont on peut se souvenir indépendamment de ça. Par exemple, et donc la belle-sœur de la comtesse Rosalie Rzewuska, l'auteur des mémoires souvent cités. Fille de l'hetman Séverine Rzewuski, grand-oncle paternel de madame Hanska et de Constance, princesse Lubomirska, elle avait été peu aimée de sa mère, qui lui préférait sa seconde fille, Isabelle. Celle-ci s'était résignée à épouser en 1812 le comte Ferdinand Ernest Waldstein et était morte prématurément en Volhynie le 29 août 1818. Même si évidemment il est hors de question de retenir tout ça, à moins d'études ou d'un labeur à plus haute résolution, c'est important de voir comment ça. Il ne s'agit pas d'une famille qui voyage, mais de toute une communauté soudée aussi par la détresse politique de l'Ukraine et de la Pologne à cette époque, qui s'installe dans l'accueillante Suisse. Marie Rzewuska avait été mariée à Vienne en 1807 à Jaroslav, comte Potocki, 9e enfant de Stanislas Félix Potocki et de sa seconde femme, Joséphine Mniszek. Jaroslav s'est dépeint en termes peu flatteurs par sa belle-sœur, la comtesse Rosalie Rzewuska. Trop vaniteux pour apprécier le mérite d'une femme qui ne cherchait ni à briller ni à inspirer de l'envie et qui ne recherchait aucun succès d'amour-propre. Jaroslav ridiculise les qualités de Marie. Sans goût pour l'occupation, il les attribua tantôt à une exagération de dévotion, tantôt à des idées bizarres, tantôt à une étroitesse d'esprit. On est là dans les mémoires de cette comtesse Rzewuska. Marie avait quitté Vienne en 1808 pour suivre son mari, propriétaire du domaine de Silkova en Ukraine. De là, à partir de 1809, elle avait longuement correspondu avec le comte Jan Potocki, le célèbre auteur du manuscrit trouvé à Saragosse, qui était le beau-frère de Jaroslav. Et là, on a une passerelle qu'on peut considérer comme importante aussi. Délaissée par Jaroslav à la suite de maladresse de sa mère, si l'on en croit la comtesse Rosalie, elle s'était établie à Genève entre 1833 et 1836, veillant à l'éducation de ses enfants sans renoncer à toute coquetterie, en dépit d'un âge considéré comme avancé à cette époque. Oui, quand tu es une femme et que tu arrives à 50 ans,
La société est dure. Madame Hanska la décrivait ainsi dans sa lettre du 10 décembre 1833, écrite depuis Genève à son frère Henri. J'ai eu la bonne fortune de trouver ici Madame Hieroslas, dont la bonté, l'esprit, le savoir et toutes les incomparables vertus sont à la fois un charme, un attrait, une séduction, un exemple, un trésor. Ses fils sont parfaitement élevés et promettent de faire le bonheur de leur excellente mère. Silkova sera pour moi une précieuse ressource quand je serai de retour dans la Cara Patria. La belle Ève fait avec Balzac de nombreuses promenades et en dehors de la colonie polonaise, l'entraîne dans d'autres mondanités. En dépit des reproches de Madame Hanska, qui cherche à l'accaparer, Balzac travaille à Sérafita. Désireux pour la documentation de son livre de le questionner sur la flore de Scandinavie, il s'est fait recommander par des amis du Muséum de Paris auprès du grand naturaliste genevois Augustin Pyrame de Candolle. Et lui avait écrit dès le 26 décembre. Cela provoqua des visites et une série d'invitations qui ne furent pas toutes refusées. Il vient le voir à nouveau le 15 janvier, et peut-être le 21, comme le montre ce billet. Monsieur et Madame de Candolle prient Madame Hanska et Monsieur Hansky de leur faire l'honneur de prendre le thé chez eux, mardi 21 janvier, en petit comité. Madame de Candolle espère que Madame Hanska voudra bien engager son aimable voisin Monsieur de Balzac à être de cette petite réunion. Oui, comme toute cette petite communauté maintenant s'organise. Et ce Pyrame de Candolle, ouais, ce vieux naturaliste, il mourra en 1841, qui vraiment semble pour Balzac une sorte d'étude presque entomologique. Voici un commentaire de Pyrame de Candolle sur ces rencontres. Nous avons eu ici quelque temps le romantique et drôlatique Balzac. Il est venu quelques fois chez moi, nous a amusés par son imagination vive et pas mal déréglée. Il prétend qu'il fait un livre de haute philosophie qui tiendra le milieu entre Swedenborg et Saint-Simon, ce qui ne l'empêche pas d'être un peu carliste, d'ailleurs le meilleur homme du monde en société. Comme quoi le caudole, nous voilà encore encodolés, dit Balzac dans les lettres à Madame Hanska quand il se plaint d'être obligé d'aller voir le bonhomme, mais l'autre semble avoir un point de vue assez juste là sur ses ambitions de Balzac. Ouais, je vais faire mieux que Swedenborg, tu vas voir. Ensemble, ils furent également les hôtes d'une autre célébrité locale, l'écrivain Charles Sismondi de Sismondi, qui les reçut dans sa propriété de Chênes, près de Genève. Balzac fut frappé de l'harmonie du vieux couple que Sismondi formait avec sa femme, née Jessie Allen, au point, bien des années plus tard, d'appeler Madame Hanska, devenue veuve, Madame Sismondi. Balzac avait projeté un moment de faire imprimer le manuscrit de Sérafita, œuvre de haute philosophie, entre guillemets, vantée à Candolle, en 3 exemplaires, un destiné à Madame Hanska, un à Madame de Berny et un à lui-même, par André Barbier, son ancien associé dans sa malheureuse aventure d'imprimerie. L'inspiration ne venant pas, rédaction et impression furent vite abandonnées. Mais c'est à nouveau dans la correspondance une très belle lettre à ce Barbier, avec toutes les précisions typographiques de comment il voyait, c'est-à-dire comment Balzac composait mentalement le livre en fonction de sa disposition typographique. Et cette idée d'un livre qui n'existe qu'à 3 exemplaires seulement, on écrit un livre, Sérafita, c'est peut-être le plus mystique là, de toute la comédie humaine, on ne le fait que pour soi. Là aussi, c'est drôle de concept qu'on voit là passer brièvement, puisque en fait, Sérafita sera imprimé comme les autres, heureusement pour nous. Pour le 3e Dixin des contes drôlatiques, il écrit Berthe la repentie. Ça a dû l'amuser. Avance la rédaction de 2 autres contes du volume, qui sera à l'imprimerie en mars. Eh ouais, faut pas cesser les affaires. Il travaille aussi à Ne touchez pas la hache, le premier titre de ce qui deviendra La Duchesse de Langeais, en riant et en expliquant à Madame Hanska ce qu'étaient les corrections. Mais il ne faut pas se méprendre si à la fin ce roman, qui paraîtra en avril dans la 2e livraison des études de mœurs au XIXe siècle, le 3e volume des scènes de la vie quotidienne, il a fait imprimer Genève, auprès l'évêque, 26 janvier 1834. Ce lieu et cette date, on va le voir, sont plus symboliques que réels. C'est un signe destiné à la seule Madame Hanska pour commémorer, comme on le verra,
toujours ce jour inoubliable d'un triomphe amoureux, effaçant la déconvenue de 1832 avec la marquise de Castries, déconvenue qu'elle, Madame Anska, savait être à l'origine de l'histoire romanesque dans « Touchez pas à la hache » de la sœur Thérèse. Ils multiplient les pèlerinages littéraires, se rendent ensemble en voiture à Coppet puis à Ferney, peu avant le départ de Balzac par un triste jour de pluie où Madame Anska avait, entre guillemets, des petits souliers qui prenaient l'eau. Alors Ferney, moi aussi, j'ai découvert ça, j'ai vu... Oh là là, la chance d'être reçu à Ferney, faire une lecture là, dans le salon même de Voltaire, avec le Mont Blanc, que j'ai jamais vu de près, de toute ma vie, qui se dessinait là, à l'horizon. Ça, c'est des souvenirs dont forcément on se souvient longtemps. Et là, Balzac, qui jamais saura ce qu'est le chemin de Ferney, à l'endroit où, devant partir le lendemain, je suis resté encore à l'aspect de ta chère figure contristée. Je vendrais toute la gloire et tout mon bagage littéraire si je n'avais des obligations pour les cailloux de la route de Ferney. À pied, ils prennent le chemin conduisant des eaux vives à la villa Diodati sur le coteau de Cologny. Ève connaissait fort bien le séjour de Lord Byron, dont elle avait, entre guillemets, vu l'amante oublier le génie et le deuil qu'elle en aurait dû porter. Une autre des lettres à son frère Henri. Là, encore une autre citation, avec candeur et bonheur, elle livra à Balzac les caresses de l'amour qui lui avaient été refusées par une autre, au même endroit. Quand je veux me donner une magnifique fête, je ferme les yeux, je me couche sur un de mes canapés et je m'absorbe dans le souvenir des bêtises que je vous disais en tournant autour du lac, et je me reporte à cette bonne journée qui a effacé les 1000 chagrins qu'un an auparavant j'y avais éprouvés. Genève est pour moi comme un souvenir d'enfance. Là, j'ai quitté ma chaîne. Là, j'ai ri sans me dire « demain ». Je me souviendrai toujours d'avoir essayé de danser un galop dans le long salon de Diodati, dans le salon où se grisait Byron. Et voilà comment, ce 26 janvier 1834, Ève Anska et Honoré de Balzac ont franchi un pas considérable sous l'égide de Byron. Bien qu'un peu isolés, se situant en dehors de la ville, ils ne surent pas toujours fuir la colonie de ces exilés polonais, la société genevoise et ses caquetages. Ève avait eu l'imprudence de présenter Balzac à la comtesse Marie Potocka, qui se montra fort coquette en sa présence en ce mois de janvier 1834 et dans ses lettres ensuite, pour attirer Balzac une nouvelle fois dans le bel hôtel du XVIIe siècle qu'elle habitait au 124 rue des Chanoines, à l'emplacement de la maison de Calvin. C'est maintenant le 7 de la rue Calvin. Elle lui avait fait espérer dans sa lettre du samedi 18 janvier la présence de la comtesse Potocki et Claudine Zialonska-Kornik près de Poznan, etc. Son mari, Bernard Potocki, alors capitaine de cavalerie au service de la Belgique, habitait la plupart du temps à Paris. On verra dans le chapitre qui suit comment il se lia avec Balzac. La comtesse Claudine, qui vivait à Genève, y était célèbre pour son dévouement envers les Polonais réfugiés après la répression de l'insurrection de 1831, au point d'être surnommée l'ange de l'émigration. Citation. Je ne puis me faire à cette réclusion qui nous enlève tant de jouissances. Avez-vous fait vœu d'y rester fidèle? Ne voudriez-vous pas, monsieur, m'accorder le plaisir de venir dîner chez moi jeudi prochain, 23 janvier? Vous y trouveriez monsieur Zalouski, que vous aimez à rencontrer. J'ai lieu aussi d'espérer que madame Claudine Potocka sera des nôtres. Elle est digne d'être jugée par vous. Je serai fier de vous voir rendre justice et hommage à la femme supérieure dont notre nation se glorifie. C'est toujours ça. La vie mondaine et l'écrivain comme hop là, ornement des mondains, et Balzac souvent se laissera prendre comme dans son futur séjour à Vienne, mais c'est aussi une valeur d'échange symbolique. La célèbre Claudine ne put venir au dîner du 23 janvier, Madame Potocka en avait informé Balzac. C'est pour elle seule que j'avais osé tenter de vous arracher à vos occupations. Soyez franc et sans gêne avec moi. Ne venez plus si cela ne vous convient pas. Il vint quand même pour pouvoir rencontrer Évelyne,
Mais ses amabilités pour la comtesse Marie lui valurent une violente scène de jalousie. Nous le voyons essayer de se justifier dans ses lettres embarrassées. Il eût été ridicule pour les autres que je ne m'occupasse que de toi. Ah ouais, je me suis occupé un peu de cette dame, mais parce que sinon, ça aurait été louche que je ne m'occupe que de toi, n'est-ce pas? J'ai dû te respecter pour pouvoir te parler autant. Il a bien fallu que je causasse avec Madame Potocka. D'ailleurs, quelle misère! Mon Dieu, tu ne te sais donc pas aimer infiniment. Je n'ai pas cessé de t'observer en parlant à Madame Potocka. Après avoir écrit ces lignes à 5 heures le lendemain de la soirée, Balzac, très fiévreux, éprouve une sérieuse indisposition au point de demander dans un billet « Si vous aviez la bonté de me renvoyer un peu d'orgeat, vous me rendriez bien service, car je ne sais que boire, j'ai une soif dévorante. » Plutôt que d'envoyer Suzette, Madame Anska, repentante de sa scène de jalousie, vint avec son mari à l'Arc pour apporter du sirop d'orgeat et prendre des nouvelles du malade. Après cette visite protocolaire accompagnée de son époux, elle put venir le voir seule le dimanche 26. Jour inoubliable, elle lui apportait probablement plus que du sirop d'orgeat. On lira entre les lignes toute la stratégie amoureuse de Balzac dans les lettres écrites à Genève en janvier-février 1834 et les nombreuses allusions postérieures en regrettant une fois de plus la destruction des réponses de celles dont nous essayons de décrire la personnalité. L'événement du 26 janvier marque, malgré les coups de canif que Balzac donnera à son engagement, conclut ce jour un tournant capital de son existence. La fin du séjour commun fut heureuse, un peu mélancolique, à l'approche de la séparation. Le 1er février, Marie Potocka, dépitée de n'avoir pu à nouveau attirer Balzac chez elle et minaudant encore à 48 ans, lui envoyait une lettre à remettre à Madame Apponyi, femme de l'ambassadeur d'Autriche à Paris. Voici une lettre pour Madame Apponyi. Je vous l'envoie, monsieur, n'espérant plus pouvoir vous la remettre moi-même. Vos moments semblent trop occupés pour que vous m'en donniez quelque chose. Adieu donc, sans revoir. Quand Genève se présentera à votre souvenir, tâchez de m'y retrouver. Soyez bien sage chez Madame d'Apponyi. C'est un ange. Rien ne doit altérer l'atmosphère de pureté qui l'entoure. 3 billets de refus d'invitation mondaine et littéraire sont datés des eaux vives 7 février, veille du départ pour Paris. Le souvenir de ces jours de février reparaît de façon inattendue dans Le Martyr calviniste, première partie de Sur Catherine de Médicis, où on peut lire dans les premiers jours du mois de février de l'année 1561, par une de ces douces soirées qui se rencontrent dans cette saison sur le lac Léman, 2 cavaliers arrivèrent auprès de l'évêque, ainsi nommé à cause de l'ancienne maison de campagne de l'évêque de Genève, chassée depuis 30 ans. Balzac place donc la rencontre de Théodore de Bèze et de Calvin dans la saison et sur les lieux de ses dernières promenades avec Madame Anska. La description de la Genève de Calvin est pleine de souvenirs de son séjour de l'hiver 1833-1834. À ces douces soirées, des dernières promenades amoureuses succéda le dimanche 8 février, un voyage pénible. Lettre. Le froid a été vif. Le samedi matin, je fais tout le Jura à pied dans la neige. Et parvenu à la pierre où 2 ans auparavant je m'étais assis pour voir l'admirable spectacle de la Suisse et de la France, séparés par un ruisseau qui est le lac de Genève et par un fossé qui est la vallée entre le Mont Blanc et le Jura, j'ai eu un moment de joie mêlé de tristesse. Il y a 2 ans, j'avais à pleurer sur des illusions perdues. Aujourd'hui, j'avais à regretter les plus douces choses qui soient venues à moi. En dehors des sentiments de famille, des heures d'amitié, dont un pauvre écrivain, par nécessité, doit sentir plus vivement le prix que toute autre personne, parce qu'il y a en lui un grand poète pour tout ce qui est émotion du cœur. Oui, je ne suis fier que de mes sentiments personnels. C'est une grande misère que de connaître les joies de l'amitié dans toute leur étendue et de les perdre, même momentanément. Aujourd'hui, je me replonge dans mes travaux. Ils sont écrasants. Lettre Madame Anska, mais une lettre, entre guillemets,
ostensible, lettre qui peut être lue par le mari et accompagnée dès le lendemain d'une lettre plus secrète. Voilà pour ce séjour à Genève, fin 1833, début 1834, et donc les premiers moments charnels avec Madame Hanska et incursion dans cet océan de billets, de lettres, d'une aventure qui ne finira qu'avec eux deux.